Un chirurgien talentueux sauve une Algérienne mourante, sans papier. Le lendemain, il perd son travail. Et quand elle lui murmure une étrange prophétie sur un village, il reste figé. Car tout va basculer. Chers amis, pendant que vous écoutez cette histoire, dites-nous en commentaire de quel coin du monde vous nous suivez. Ça nous touche profondément de savoir jusqu'où voyagent nos récits et quel cœur ils réchauffent. Mais maintenant, place à l'histoire. Un soir d'avril, la ville se recouvrait d'une pluie fine. Le soleil, à contre-cœur, disparaissait derrière les immeubles, colorant les flaques d'un cuivre fondu. À cette heure, la cour de l'hôpital semblait un îlot de silence au cœur du tumulte urbain. Maxwell se tenait adossé à une colonne écaillée près de l'entrée de service, un vieux sac de pain à la main. À côté de lui, une chienne bâtarde au pelage brûlé et aux yeux marrons intelligents remuait la queue. « Allez Julie, c'est l'heure du dîner » dit Maxwell à voix basse en lui tendant un morceau de pain. « Avec du ragoût aujourd'hui. Je l'ai volé à la cantine, rien que pour toi. » La chienne prit délicatement le morceau entre ses dents, recula de 2 pas, le posa entre ses pattes, puis commença à manger tout en lançant de fréquents regards vers son bienfaiteur. « Tu as raison de ne pas te presser » ajouta Maxwell en s'accroupissant. « Ici, à l'hôpital, on court comme des fous. Analyse bâclée, diagnostic à la va-vite, opération précipitée. Et après, on s'étonne qu'il y ait des complications. » Julie inclina la tête, comme si elle écoutait vraiment. « Tu sais, mon père aussi nourrissait les chiens errants » sourit Maxwell, fixant un poing au-delà de la tête de la chienne. Pas devant un hôpital, mais au dispensaire de campagne. C'était les années 90, une époque difficile. Il se privait parfois de repas, mais trouvait toujours quelque chose pour les chiens. Un souvenir d'enfance lui revint soudain, un jour ensoleillé, le perron en bois du dispensaire peint d'un bleu défraîchi. Son père, en blouse blanche par-dessus sa chemise à carreaux, assis sur les marches, entouré de 3 chiens de rue. Lui, Maxwell, 12 ans, assis à ses côtés, les jambes qui pendent, écoutant les histoires de patients. Madame Peterson est encore venue, pour sa tension. Je lui dis, prenez vos médicaments au lieu de juste sucer du valériane. Et elle, Dr Stevenson, les médicaments, c'est cher. Elle n'a pas tort. Mais la santé, c'est plus précieux. Les chiens écoutaient son père mieux que bien des gens. Comme Julie aujourd'hui. Tu sais ce qui nous différencie, mon père et moi ? Dit Maxwell en lui tendant un autre morceau. Lui, il a bossé toute sa vie dans sa ville. Pas de titre, pas de promotion. Il gagnait des clopinettes. Mais tout le monde le saluait. On disait notre docteur Stevenson. Et moi ? Il esquissa un sourire amer. Chirurgien de haut niveau, doctorat en poche. Mais est-ce que ça aide vraiment quelqu'un ? Un coup de vent lui projeta la pluie au visage. Maxwell frissonna et releva le col de sa vieille veste. À ces moments-là, il avait l'impression que son métier lui avait tout pris, ne laissant que fatigue et amertume. Dr Stevenson. Une voix féminine claire le tira de ses pensées. Marina, une jeune infirmière, courait vers lui en remettant sa coiffe de travers. Sous la lumière du lampadaire, son visage semblait presque translucide. Une patiente vient d'arriver, dit-elle, haletante. Dr Harrison a dit que ce n'était pas urgent, il est parti. Mais elle va très mal. Maxwell se redressa aussitôt, chassant ses pensées comme on secoue des gouttes de pluie. Qu'est-ce qu'elle a ? Je sais pas trop. Une femme âgée, sans domicile je crois. On l'a trouvée dans la rue, elle avait mal au ventre, puis a perdu connaissance. La chef infirmière pense que c'est une péritonite, mais le docteur Harrison. Qu'il aille au diable, le docteur Harrison coupa Maxwell en lui tendant son sac. Donne-lui le reste, s'il te plaît. Il y a aussi une gamelle d'eau dans le cabanon. Sans attendre de réponse, il se dirigea à grands pas vers l'entrée de service. La pluie martelait l'asphalte, comme si elle comptait les secondes. Aux urgences, ça sentait l'eau de javel, les médicaments, et cette odeur si particulière d'hôpital à laquelle on ne s'habitue jamais. Maxwell entra dans la salle d'examen. Sur la table, une femme maigre, d'au moins 60 ans, vêtue simplement, mais propre. Ses cheveux gris soigneusement noués sous un foulard délavé. Son visage tiré, jauni, aux traits fins. Sa pommade parlait de ses origines nord-africaines. « Bonjour » dit-il doucement en s'approchant. « Je suis le docteur Stevenson. Je vais vous examiner. » La femme ouvrit les yeux foncés, enfoncés,
mais étonnamment clair. Pas de peur, ni de confusion. Seulement une acceptation tranquille. « Merci, docteur » répondit-elle avec un léger accent, qui donnait aux mots anglais une sonorité chantante. L'examen ne prit qu'une minute. Abdomen tendu, douloureux à la palpation, signe clair d'irritation péritonéale. Pouls rapide, faible, peau sèche, respiration superficielle. Un tableau classique de péritonite. Elle supportait la douleur avec un stoïcisme remarquable. Pas un gémissement, pas une plainte. Juste une légère sueur sur le front et une lèvre mordue en silence. Olga, l'infirmière en chef, une femme corpulente proche de la retraite, entra dans la pièce avec une tablette à la main. « Docteur Stevenson, on devrait peut-être attendre les analyses. Et vérifier ses papiers d'assurance. Sinon, qui va payer les soins? » « Quelles analyses, Olga ?» rétorqua sèchement Maxwell. « Elle fait une péritonite aiguë, chaque heure compte. Pas de signe d'ulcère perforé, je penche plutôt pour une appendicite ou une cholécystite avec perforation. Préparez le bloc. » Mais le docteur Harrison a dit. « J'en prends l'entière responsabilité » et coupe à Maxwell en aidant la patiente à s'allonger sur un brancard. « Si Harrison veut qu'elle meure ici, aux urgences, qu'il aille l'expliquer au tribunal. Allez, en salle d'opération, vite. » L'infirmière fronça les sourcils mais ne répondit rien. Elle s'exécuta en silence. « Quel est votre nom ?» demanda Maxwell en ajustant la perfusion. « Fatima » répondit-elle d'une voix à peine audible. « Fatima Benasser. »« Tenez bon, Madame Benasser. On va vous soulager très bientôt. » L'intervention dura plus de 3 heures. Ce qui semblait être une simple appendicite devint une énigme chirurgicale. Appendice gangreneux perforé, puis dans toute la cavité abdominale, adhérences multiples, probablement dues à des inflammations passées. Maxwell travaillait avec précision. Ses mains gantées semblaient suivre leur propre logique, identifiant les tissus malades, séparant les zones infectées, arrêtant les petits saignements. Aspiration, et dit-il d'un ton calme sans quitter le champ opératoire des yeux. Clan. Encore une compresse. Lavage. L'infirmière de bloc s'activait à lui passer les instruments. Une jeune stagiaire, autorisée à assister à l'opération, regardait Maxwell avec admiration. « Il travaille si vite » chuchota TL à l'assistant. « C'est le meilleur chirurgien de l'hôpital » murmura l'autre. « Peut-être même de toute la ville. Mais il refuse de jouer le jeu de la carrière, c'est pour ça qu'il stagne au poste de simple chirurgien. » Quand la partie critique de l'opération fut terminée, Maxwell se redressa en s'étirant. Lavage, drainage, et suture en plusieurs plans ordonna-t-il. La convalescence ne sera pas simple, mais elle s'en sortira. Pour son âge, elle a une constitution étonnamment robuste. Une fois sorti du bloc, il se dirigea vers la salle de repos. La fatigue lui tombait dessus comme du plomb. Il retira sa tenue trempée de sueur, alluma le robinet et resta longtemps à se laver les mains comme pour éliminer non seulement les germes, mais aussi la colère accumulée. La porte s'ouvrit sans frapper. Archibald Harrison entra. Toujours bien mis, crâne dégarni, ventre gonflé sous un costume hors de prix. Son visage annonçait une tempête. « Stevenson, t'as complètement pété les plombs » aboya-t-il. « Je t'avais dit, pas de papier, pas d'assurance, pas d'admission. Et en plus, c'était même pas une urgence. » Maxwell ferma doucement le robinet, s'essuya les mains, puis se tourna vers lui. C'était une péritonite aiguë, Archibald. 1 ou 2 heures de plus, et elle mourrait. Je m'en fous de sa péritonite. Harrison s'avança, referma la porte derrière lui. Tu as violé la hiérarchie. Je suis le chef de service. Si je dis que ce n'est pas urgent, c'est que ce ne l'est pas. Et moi, je suis médecin, répondit Maxwell calmement, en le regardant droit dans les yeux. Mon rôle, c'est de sauver des vies. Pas de trier les patients selon leur compte en banque. Le visage d'Harrison vira au rouge. Tu te prends pour qui? Je respecte les protocoles, moi. Quel protocole, Archie? Maxwell eut un sourire amer. Celui qui dit, pas d'argent, pas de soins? Ou celui où les sans-abri peuvent crever en salle d'attente? Moi, je soigne les gens. Toi, tu fais du business. Quelque chose dans sa voix força Harrison à se taire. L'espace d'un instant, une ombre de honte traversa son regard. Et Maxwell vit soudain en lui non pas l'homme arrogant d'aujourd'hui,
mais le jeune étudiant maladroit qu'il avait connu autrefois. Septembre 1995. Premier cours d'anatomie. Le terrible professeur Livingstone appelle les nouveaux à la craie. Harrison, au tableau. Topographie du membre inférieur. Archibald, fils à papa en blouse immaculée, pâlit et bafouille. Les autres tentent de souffler, en vain. Maxwell, assis à côté, lui glisse discrètement son schéma. Harrison le copie, se débrouille, décroche un 3 sur 5. Merci, Max lui glisse-t-il en lui serrant la main. Je te revaudrai ça. Juré. Plus de 20 ans plus tard, Maxwell regardait cet homme et n'y retrouvait rien du garçon de l'époque. Tu joues avec le feu, Stevenson gronda Harrison en baissant la voix. Tu as une bonne réputation, mais ça ne t'autorise pas à faire ce que tu veux. Y a des tas de gens qui rêvent de ta place. Et eux, au moins, savent comment fonctionne le système. C'est une menace ? Demanda Maxwell sans broncher. Un conseil d'ami, répondit Harrison avec un sourire forcé. La prochaine fois que tu veux faire le héros, pense d'abord aux conséquences. Maxwell haussa les épaules, attrapa sa veste et se dirigea vers la sortie. Mon service de nuit commence dans 2 heures, Archie. Alors fous-moi la paix. Dans le couloir, une douleur sourde battait dans ses tempes, début de migraine. Dehors, la nuit était tombée. La pluie s'était transformée en bruine. Julie devait encore l'attendre derrière l'hôpital, espérant un peu de pain et un regard chaleureux. Peut-être qu'il est vraiment temps de changer de métier, pensa-t-il en marchant dans les couloirs silencieux de l'hôpital. Le téléphone vibra dans la poche de Maxwell. Un message de l'infirmière des soins intensifs. Patiente post-opératoire stable, constante normale. Maxwell acquiesça en silence et accéléra le pas. Tout cela semblait absurde. Peut-être que le système avait gagné, qu'il n'était qu'un idéaliste naïf, attaché à des idées dépassées sur le devoir médical. Mais aujourd'hui, au moins, une vie avait été sauvée. Et tant qu'il pourrait encore faire ça, rien d'autre n'avait vraiment d'importance. La garde de nuit s'étira comme un élastique infini. Le temps, à l'hôpital, suivait ses propres lois, tantôt figé dans le silence des couloirs vides, tantôt emporté dans une cavalcade d'urgence. Ce soir-là, la garde fut clémente. Une vingtaine de points de suture après une bagarre entre ivrognes, une entorse chez un ado qui avait sauté d'un garage, et quelques autres broutilles qu'un étudiant aurait pu gérer. À l'aube, alors que la pâle lumière du matin filtrait à travers les stores, Maxwell s'accorda enfin une pause. Il s'adossa dans un fauteuil élimé de la salle de repos, les pieds sur le coin de la table, et s'endormit sans s'en rendre compte. Ce n'était ni un rêve ni l'éveil. Dans cet entre-deux brumeux, Julie lui apparut. La chienne au pelage hirsute parla soudain d'une voix humaine, regardant le médecin avec reproche. « Qu'est-ce que tu fais encore ici, Maxwell ? Ce n'est pas ta place. Rentre à la maison. » Docteur Stevenson. La voix sortit du rêve, mais c'était une vraie voix de femme. Sur son épaule, ce n'était pas une patte de chien, mais les mains d'Olga, l'infirmière. Maxwell sursauta, chassant d'un coup la somnolence. Des années de chirurgie l'avaient habitué à se réveiller instantanément, toujours prêt à agir. Qu'est-ce qui se passe ? Il se redressa déjà, rajustant sa blouse machinalement. La femme, l'Algérienne que vous avez opérée hier, l'infirmière semblait agitée. Elle est réveillée. Et elle demande à vous voir. Déjà réveillée ? Maxwell fronça les sourcils en regardant l'horloge. Il ne s'est écoulé que 6 heures depuis une opération aussi lourde. Elle devrait encore être sous l'effet de l'anesthésie jusqu'à midi au moins. Je vous le fais pas dire, soupira Olga. Non seulement elle est réveillée, mais elle parle. Elle insiste pour voir son sauveur. Elle dit que c'est important. Maxwell se précipita vers les soins intensifs, repassant mentalement en revue tous les risques possibles, hémorragie, choc douloureux, septicémie. Un réveil aussi rapide après une opération aussi complexe n'était pas normal. La salle de réanimation l'accueillit avec son concert habituel de bip et l'odeur d'antiseptique. Près de la fenêtre, assise dans son lit sur des coussins relevés, se tenait Fatima. À la vue de Maxwell, elle sourit un sourire si lumineux qu'il semblait rajeunir son visage de 20 ans. « Docteur !» Enfin. Sa voix était claire, sonore, presque trop forte. Maxwell s'arrêta net, incrédule. Cette femme, opérée quelques heures plus tôt, avec une péritonite avancée et un état critique, semblait en pleine forme.
Beaucoup trop en forme pour quelqu'un venant de subir une telle opération. Comment vous sentez-vous, Madame Benasser? Demanda-t-il en s'approchant, posant automatiquement 2 doigts sur son poignet pour prendre le pouls. Grâce à vous, merveilleusement bien. Elle souriait, et Maxwell remarqua à quel point son anglais était désormais impeccable, sans la moindre trace de l'accent qu'elle avait la veille. Vous m'avez sauvé la vie, docteur. Je vous dois une reconnaissance éternelle. Vous avez besoin de repos, répondit-il d'un ton professionnel, masquant sa surprise. De reprendre des forces. Vous avez subi une opération très sérieuse. Je sais, acquiesça Fatima. Ce n'était pas la première fois. En 92, quand la guerre civile a éclaté, j'ai été blessé par un éclat d'obus. Mon quartier à Alger a été bombardé. On m'a dit qu'un chirurgien militaire s'est battu pendant 7 heures pour me sauver. Elle sourit tristement. Je ne connais pas son nom. Quand je me suis réveillé, il avait déjà été muté ailleurs. Mais je prie pour lui chaque jour, comme je prierai pour vous désormais. Maxwell s'assit sur le bord du lit, posant une main douce sur l'épaule de sa patiente. Racontez-moi votre histoire, dit-il, laissant tomber la distance professionnelle. D'où venez-vous? Comment êtes-vous arrivé ici dans un tel état? Fatima commença à parler. Sa voix, douce et posée, avec des intonations presque chantées, semblait transporter son auditeur dans un autre temps, un autre monde. Je suis né en Algérie, en 1957. Mon père, un Algérien issu d'une vieille famille, était professeur d'histoire. Ma mère, une Française de la communauté des colons, enseignait la littérature. C'est d'elle que je tiens mon amour pour les lettres européennes, pour Balzac, Hugo, Flaubert. Elle ferma les yeux, rêveuse. L'Algérie de ces années-là, c'était un monde à part. Un mélange d'Orient et d'Occident. Des oliveraies, des montagnes à l'horizon, des villes anciennes, des maisons pleines de livres, de musique, de discussions sur l'art. Maxwell écoutait, suspendu à ses lèvres. L'histoire de cette femme se déroulait comme un roman, tissé de drames, de culture, de mémoire. En 79, j'ai terminé l'université d'Alger avec mention. On m'a aussitôt embauché au département de philologie européenne. J'enseignais, je rédigeais une thèse. Je me suis marié avec un collègue. Nous avons eu un fils. La vie était modeste mais heureuse. Et puis sont arrivées les années 90. Les bouleversements politiques, l'extrémisme religieux, la ruine économique. Sa voix trembla. En 92, les combats de rue ont commencé. Mon mari a été tué devant notre porte. Il était sorti voir pourquoi on tirait. Mon fils est mort 2 ans plus tard. Il était dans l'armée algérienne. Elle se tut, fixant un point invisible sur le mur. À cet instant, Maxwell vit combien la souffrance avait marqué son visage. Autour de ses yeux, les rides profondes trahissaient une douleur ancienne, enracinée. « Pardonnez-moi, dit-il doucement. Vous n'êtes pas obligé de revivre tout cela. » Non, Fatima secoua résolument la tête. En parler, c'est revivre, et donc se purifier. Chez nous, on dit, le chagrin dont on ne parle pas pousse en nous comme une mauvaise herbe. Elle poursuivit. Perte de son emploi quand le français fut banni. Son quartier saccagé, sa maison brûlée. Elle tenta de retrouver ses diplômes, ses attestations, en vain. Elle décida de partir aux États-Unis, chez de lointains cousins de sa mère. Mais ce n'était pas si simple, dit-elle avec un sourire amer. Les cousins m'ont accueilli froidement. Pourquoi tu es venu? Nous aussi, on a à peine de quoi vivre. Je suis resté 1 mois. Puis je suis parti. Depuis, j'ai fait tous les petits boulots, plongeuse, femme de ménage, aide à domicile. Je loue une chambre chez une vieille dame, je l'aide dans la maison en échange. Et hier, la douleur m'a prise dans la rue. Je n'ai pas pu rentrer. J'ai perdu connaissance. Heureusement, des gens ont appelé une ambulance. Elle termina, puis regarda Maxwell avec une intensité troublante. Et vous, docteur, êtes-vous heureux? La question le prit au dépourvu. Il avait l'habitude qu'on lui demande comment on se sentait, quels médicaments prendre, combien de temps durerait la convalescence. Mais pas s'il était heureux. Je ne sais pas, répondit-il honnêtement. Mon travail prend tout mon temps. Je crois que je suis plutôt satisfait que vraiment heureux. La satisfaction, c'est être rassasié. Ce n'est pas le bonheur, dit-elle en secouant la tête.
Un chat bien nourri est satisfait. Mais l'homme, lui, doit chercher plus que la satiété. Elle lui prit la main, ses doigts secs et brûlants. Vous m'avez aidé. Maintenant, je veux vous aider. Partez d'ici. Retournez à vos racines. Là-bas, vous trouverez votre vraie vocation et une personne qui changera votre vie. Maxwell sourit, un peu gêné. Vous êtes devineresse? Vous lisez dans les lignes de la main? On peut dire ça. Je ressens les âmes lumineuses, répondit-elle sérieusement. J'ai vu beaucoup de choses dans ma vie. Et j'ai appris à voir à travers les gens. Vos yeux, docteur, ils sont bons. Mais il y a tant de fatigue, tant de déception. On lit cela dans les regards de ceux qui ne sont pas à leur place. Je suis chirurgien, dit-il doucement. Et on dit que je suis bon. Ce n'est pas ma place? Fatima sourit doucement. J'ai enseigné Balzac et Hugo pendant 20 ans. J'ai appris à lire les âmes. La vôtre étouffe ici, comme une fleur sans soleil. Maxwell allait répondre avec scepticisme, mais son regard tomba sur la table de chevet, un vieux livre à couverture souple. Il le prit. Oh. Henri? Dit-il, étonné. Oui, un vieil ami, acquiesça Fatima. Je le garde toujours sur moi. J'avais peur d'oublier l'anglais. L'infirmière l'a retrouvé dans la poche de mon manteau. Oh, Henri m'a souvent réconforté. Surtout ses histoires de médecins. Il savait si bien décrire les destins brisés par le système. Moi aussi, je le lisais enfant, avoua Maxwell, surpris de lui-même. Peut-être que c'est à cause de lui que j'ai choisi ce métier. Il n'y a jamais de hasard, répondit-elle avec un sourire énigmatique. Allez, docteur. Reposez-vous maintenant. Grâce à vous, je vais vivre encore un peu. En sortant de l'hôpital après sa garde, Maxwell ferma un instant les yeux sous le soleil éclatant du matin. Ce jour d'avril promettait d'être doux. Les oiseaux chantaient quelque part, l'air sentait la fraîcheur et quelque chose d'indéfinissablement estival. Il se dirigeait vers l'arrêt de bus, puis changea d'avis et décida de rentrer à pied. Le chemin passait par un vieux parc municipal, où, enfant, il venait souvent se promener avec sa mère. Il n'y était pas retourné depuis des années, d'abord les études, puis le travail, tout l'avait aspiré, ne laissant ni temps ni envie pour de simples balades. En entrant dans le parc, il ne reconnut pas les allées de son enfance. À la place des vieux érables sous lesquels il jouait aux cow-boys et aux indiens, s'élevaient maintenant des pavillons commerciaux. Là où se trouvait autrefois une fontaine avec des cygnes, trônaient désormais des machines à sous un auvent défraîchi. Même les bancs sur lesquels les grands-mères tricotaient jadis avaient disparu, remplacés par des tables en plastique de café d'été. Tout change, pensa Maxwell. Et pas toujours en bien. Les mots de l'Algérienne lui revinrent en mémoire, retournez à vos racines. Que voulait-elle dire? Revenir dans sa ville natale? Abandonner une carrière dans une grande ville, devenir médecin de campagne? Quelle absurdité! Et pourtant, quelque chose dans ses paroles l'avait profondément touché. Depuis longtemps, il ne ressentait plus cet élan qui l'avait poussé à choisir la médecine. Sauver des vies, aider les autres, être utile, tout cela s'était estompé sous la routine, la paperasse, les conflits avec la hiérarchie. Il rentra chez lui vers midi. Dans le hall de son immeuble, il vérifia la boîte aux lettres, facture et une lettre. À l'ère des mails et des textos, une lettre manuscrite semblait sortie d'un autre temps. Son petit appartement d'une pièce dans un immeuble de 9 étages l'accueillit dans son silence habituel et une légère odeur de renfermé. Il y passait si peu de temps que les murs eux-mêmes semblaient l'avoir oublié. Il mit de l'eau à chauffer, ouvrit l'enveloppe, et son cœur se serra en reconnaissant l'écriture penchée et anguleuse de son père. « Bonjour mon fils. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, tu me manques. Comment va le travail? J'imagine que tu passes encore tes journées et tes nuits à l'hôpital. Prends soin de toi, ne t'épuise pas. Ici, rien ne change vraiment, sauf que notre dispensaire a définitivement fermé. Ils disent que c'est une mesure d'optimisation. Maintenant, l'hôpital le plus proche est à 60 km. Les vieux sont mal lotis. Ils viennent me voir chez moi, même si je suis à la retraite. Pour une tension, une injection, un simple conseil. Je les aide comme je peux, mais tu comprends bien, là je me rattrape. Le mois dernier, j'ai sauvé in extremis le vieux Samson d'une crise cardiaque. Heureusement que j'avais encore les bons médicaments. Mais si c'était plus grave, le temps que l'ambulance arrive du district, ce serait trop tard. Ah,
Maxwell, si tu étais plus près. Mais je comprends, ta vie est ailleurs, ton travail est important. Je ne te reproche rien, je voulais juste me confier un peu. Je t'embrasse fort. Ton père. Maxwell resta longtemps assis, relisant la lettre encore et encore. Quelque chose en lui se serrait, comme un ressort rouillé qui commençait à se détendre. Il revoyait les mains calleuses de son père, sa voix calme, sa disponibilité inépuisable pour tous ceux qui frappaient à la porte. Pris d'une impulsion, il sortit un vieil album photo en cuir que son père lui avait envoyé après la mort de sa mère, avec ce mot « Garde-le, moi je ne peux plus le regarder ». Les photos jaunies racontaient toute une vie. Voici leur maison dans une petite ville, avec son porche et ses vérandas, le lieu de son enfance. Ses parents devant le dispensaire, jeunes, heureux, en blouse blanche. Son père passe un bras autour de sa mère, elle rit, la tête rejetée en arrière. Des photos d'école, Maxwell avec ses camarades autour d'un feu de camp, à la rentrée des classes, à la fête de Noël. Lui adolescent, oreilles décollées, sourire gêné, une médaille de biologie accrochée à la poitrine. À ses côtés, sa professeure de biologie, Madame Anderson, et son père rayonnant de fierté. En feuilletant les pages, Maxwell avait l'impression de revivre son enfance, malgré les difficultés des années 90. Leur famille n'avait jamais été riche, mais chez eux régnait amour, respect et une forme discrète de dignité intellectuelle. La sonnerie du téléphone le tira de ses souvenirs. À l'écran, Samuel Coleman, un ami du service de pathologie. « Allô, ici Maxwell. » Maxwell, c'est Sam, la voix de son ami était tendue. « Tu es chez toi? Tu te reposes après la garde? » « Oui, pourquoi? » « C'est à propos du jeune avec l'appendicite que Harrison a opéré la semaine dernière. » « Celui qui a eu des complications? » « Je l'ai repris en chirurgie ensuite. » « Justement. Il a développé une péritonite, on l'a sauvé de justesse. Et voilà que lui et son père ont déposé plainte. Et contre toi, figure-toi. Il t'accuse d'avoir aggravé la situation lors de la seconde opération. Maxwell blêmit. Il savait parfaitement que les complications venaient du travail bâclé de Harrison, il avait laissé un clan, ce qui avait entraîné une infection. Mais le prouver serait difficile maintenant. C'est Harrison qui tire les ficelles? Demanda-t-il d'une voix sourde. Qui d'autre? Soupira Samuel. Surtout après hier. Merci de m'avoir prévenu, le dit Maxwell en se pinçant l'arête du nez. Je vais me préparer à contre-attaquer. Tiens bon, vieux. Tu sais que je suis avec toi. Maxwell raccrocha et s'approcha de la fenêtre. Le soir tombait. La ville allumait ses lumières, fenêtres, lampadaires, enseignes. Quelque part, à l'hôpital, Fatima se remettait doucement. Une femme qui avait tout perdu et gardé sa dignité. Une femme dont les paroles résonnaient maintenant avec un écho étrange. Partez d'ici. Retournez à vos racines. Là-bas, vous trouverez votre vraie vocation et une personne qui changera votre vie. Maxwell regardait cette ville indifférente et, pour la première fois, envisageait sérieusement que ces mots n'étaient pas les divagations d'une vieille mourante, mais une vérité, venue d'une sagesse acquise par la douleur et la perte. Peut-être que sa place n'était vraiment pas ici. Peut-être que le moment était venu de retourner là où on avait encore besoin de lui. 7 jours, c'est peu. Il suffit de 7 jours à la nature pour créer le monde. Et exactement autant pour détruire celui de Maxwell Stevenson. Quand il entra dans la salle de repos ce lundi-là, tout avait changé. Les regards de ses collègues, autrefois chaleureux, glissaient désormais sur lui, évitant son visage. Les infirmières, habituellement bavardes, se taisaient brusquement dès qu'il entrait dans le couloir. L'air était saturé de sous-entendus. « Dr Stevenson, veuillez passer au service des ressources humaines » dit l'infirmière-chef en lui tendant une feuille tamponnée, évitant soigneusement son regard. « Vous êtes convoqué devant la commission d'enquête sur l'incident du patient Simpson. » Il hocha la tête, se préparant intérieurement, comme avant une opération difficile. Chaque jour qui suivit apporta une nouvelle épreuve, auditions, explications écrites, témoignages, réunions interminables. Archibald Harrison rayonnait d'une joie mal dissimulée, repu comme un chat au-dessus d'un bol de crème. Son père, haut placé dans le système de santé régional, tirait les ficelles en coulisses, activant la machine administrative censée broyer Maxwell. « Vous avez négligé le protocole opératoire » lisait d'un ton monotone le président de la commission, un homme pâle aux yeux ternes. Inspection insuffisante de la zone de suture,
entraînant une infection secondaire et un début de péritonite. Maxwell voulut protester, la péritonite était due au clan oublié par Harrison lors de la première opération. Mais il n'y avait la personne désireux de connaître la vérité. Mercredi, on l'écarta des blocs opératoires, en attente de la fin de l'enquête. Jeudi, il reçut un avertissement écrit pour « insuffisance professionnelle ». Le seul rayon de lumière dans cette semaine noire, c'était ses visites à Fatima. La femme se rétablissait avec une vitesse étonnante, comme si sa seule volonté de vivre suffisait à refermer les plaies plus vite que n'importe quel médicament. On l'avait transférée dans une chambre ordinaire, et Maxwell passait la voir dès qu'il avait un moment, pour respirer loin des conflits et de l'absurde. « Vous savez, docteur, disait Fatima en sirotant le thé vert qu'il lui avait apporté, notre vie est comme un tapis tissé par des mains invisibles. Nous n'en voyons que l'envers, des nœuds, des fils cassés, un chaos apparent. Mais de l'autre côté, se dessine un motif d'une beauté incroyable. Il faut juste attendre qu'on nous montre la face visible. » Il acquiesçait, ne comprenant pas toujours ces métaphores orientales, mais sentant la profondeur derrière ces mots simples. Un jour, il la surprit en train d'écrire dans un vieux cahier à la couverture fanée. « Vous tenez un journal ?» demanda-t-il en posant une pomme sur sa table. « Depuis 40 ans, sourit Fatima. J'ai commencé à l'université. Depuis, pas un seul jour sans écrire. Même pendant la guerre. Surtout pendant la guerre, ses yeux se perdirent dans le vide. Quand le monde s'écroule autour de vous, il faut s'accrocher à quelque chose. Mes carnets sont le fil qui relie les morceaux de ma vie. Tu sais, j'ai tout perdu, maison, papier, photos de mes proches. Mais mes journaux, je les ai sauvés. » Il parlait littérature. Elle récitait des pages entières de Hugo ou de poésie arabe classique, parlait de l'Algérie d'avant les troubles, des traditions en voie de disparition, des enfants qui oubliaient la langue de leurs parents. « Mon fils, en classe de 3e, ne voulait plus parler arabe, soupirait-elle. Maman, c'est pas chic, disait-il. Et puis, la guerre a commencé, et tout le monde a soudain rappelé qui était de quelle origine. Ce vendredi-là, alors qu'il n'avait presque plus de force, le destin lui lança une dernière épreuve. Dans le couloir, une femme au visage fatigué l'arrêta. À ses côtés, un adolescent d'environ 16 ans. « C'est vous le docteur Stevenson ?» demanda-t-elle d'une voix tremblante. « On m'a dit que vous pourriez aider. » Son histoire était tristement banale. Le garçon devait subir une intervention pour enlever une tumeur bénigne, mais placée de façon délicate. Le retard de traitement pouvait entraîner de graves complications. Archibald Harrison avait exigé un prix exorbitant, inaccessible à cette mère célibataire qui travaillait comme vendeuse. Quand elle avait demandé si la sécurité sociale pouvait couvrir, il avait haussé les épaules, tout a été utilisé. Il faudra attendre 6 mois minimum. Et dans 6 mois, ce sera peut-être trop tard, ajouta-t-elle en avalant ses larmes. J'ai tout vendu, mais ça couvre à peine un tiers. Maxwell regarda longuement le garçon. Il se tenait droit, les yeux tristes, mais plein de courage. On va l'opérer, dit-il enfin. Demain matin. Mais il ne faut rien dire à personne. L'opération se déroula parfaitement. Il la déclara comme « urgence », les papiers étaient fragiles, mais il n'avait pas le choix. La tumeur fut retirée. Il n'y avait plus de menace vitale. Quand le garçon se réveilla et esquissa un sourire à sa mère, Maxwell comprit qu'il avait bien fait. Même s'il devait en payer le prix. Et le prix arriva dès le lendemain. Le directeur de l'hôpital, Peter Sumner, le convoqua dans son bureau juste après la réunion matinale. « Asseyez-vous, docteur Stevenson, dit-il en désignant une chaise, se frottant l'arête du nez. « Du thé ?» Maxwell secoua la tête. Le bureau spacieux, décoré de portraits de grands chirurgiens, lui sembla soudain étouffant, comme si les murs se rapprochaient. « Je suis au courant pour l'opération d'hier, dit Sumner sans détour. Harrison a déjà envoyé un rapport. Et pour être franc, c'est la goutte d'eau. » Il sortit un dossier du tiroir et le posa devant Maxwell. « Voici une lettre de démission. Je vous recommande fortement de la signer. » Peter Sumner, un homme corpulent d'une 60aine d'années, avait autrefois été une légende de la chirurgie locale. Maxwell s'en souvenait de l'université, un chirurgien brillant, au geste sûr. Mais les années dans l'administration en avaient fait un bureaucrate soucieux des chiffres plus que des patients. « Et si je refuse ?» demanda Maxwell, déjà résigné. Le directeur soupira, ôta ses lunettes, se frotta les yeux. «
Alors ce sera enquête officielle, tribunal, retrait de licence. Tu es un bon médecin, Stevenson. Mais tu ne comprends pas comment fonctionne le système aujourd'hui. Harrison est le fils d'un haut responsable. Je ne peux rien pour toi. Dans sa voix, il y avait presque de la sincérité. Presque. Même si je prouve que Simpson a souffert d'une erreur de Harrison. Et toi, comment tu vas le prouver? Il sourit tristement. Les dossiers sont déjà nettoyés, les témoins briefés. Et qui écoutera un simple chirurgien face au fils du vice-ministre? Il pianota sur la table, puis se pencha en avant, voix plus basse. Écoute mon conseil, fiston. Démissionne. Je te donnerai une bonne recommandation. Attends 1 an ou 2, puis tu trouveras un poste dans une clinique privée. Avec ton talent, tu ne resteras pas sans travail. Maxwell prit le stylo, signa. Un étrange calme l'envahit. Comme si la décision était prise depuis longtemps, et qu'il ne faisait que l'acte final. De retour dans le service, Maxwell croisa des brancardiers poussant un chariot. Le corps dessus était recouvert d'un drap jusqu'en haut, la façon dont on transporte les morts. À côté marchait Claudia, une infirmière âgée, essuyant une larme. Vous vous souvenez du grand-père de la chambre 5? Chuchota TL. Le docteur Harrison avait dit que l'opération pouvait attendre lundi. Il n'a pas tenu. Maxwell visualisa mentalement la chambre 5. C'était Michael Richardson, un ancien instituteur de 70 ans souffrant d'une occlusion intestinale. Un vieil homme calme, cultivé, qui citait les classiques et s'excusait sans cesse de déranger les soignants. Quelque chose se brisa en lui. Il tourna les talons et sortit de l'hôpital sans dire un mot, sans même prendre sa blouse. Juste avant de franchir la porte, il se rappela Fatima. Il ne pouvait pas partir sans lui dire au revoir. Elle était déjà prête à sortir. « Vous partez ?» dit-elle en le voyant entrer. Elle ne posa pas la question, elle l'affirma, le regardant dans les yeux comme si elle lisait son âme. « Comment le savez-vous ? Les murs d'un hôpital ont des oreilles, sourit-elle. Et je vois votre visage. Il est apaisé. La décision est prise. Maxwell hocha la tête, s'asseyant près de son lit. J'ai démissionné. Je ne sais pas encore ce que je vais faire. Vous le savez, dit-elle en lui prenant la main, ses doigts secs et brûlants. Dans mon pays, on dit, quand une porte se ferme, Allah en ouvre une autre. N'ayez pas peur de franchir le seuil de l'inconnu. Elle se pencha, sortit de sous l'oreiller un cahier usé à la couverture fanée. Ceci est pour vous. Mon journal de l'année écoulée. Peut-être qu'il vous aidera à comprendre quelque chose sur vous-même. Maxwell secoua la tête, embarrassé. Madame Benasser, c'est trop personnel. Je ne peux pas accepter. Considérez-le comme le prix de ma vie sauvée, le coupa-t-elle fermement. Je n'aime pas rester en dette. Et puis elle plissa les yeux malicieusement, ce ne sont que des pages choisies. Juste ce que vous devez lire. Il accepta le cahier, à la fois touché et confus. Merci, docteur, dit-elle en guise d'adieu. Pour la vie que vous m'avez rendue. Et que Dieu vous protège sur votre nouveau chemin. Le soir, Maxwell était assis dans son appartement vide, repassant les événements des derniers jours. La vie qu'il avait construite pendant 20 ans s'était écroulée comme un château de cartes. Étrangement, il ne ressentait ni désespoir ni amertume, seulement de la fatigue et un étrange soulagement, comme s'il avait enfin pu poser un fardeau trop longtemps porté. Son regard tomba sur le cahier de Fatima posé sur la table. Il l'ouvrit à la première page, couverte d'une écriture fine et régulière. Les entrées se succédaient jour après jour, de courtes notes sur le temps, les rencontres, les pensées. 15 mars. Aujourd'hui, j'ai vu mon premier papillon. Jaune, comme un pétale de pissenlit. Il s'est posé sur ma manche alors que je traversais le square. Un bon présage, disait maman. Le papillon est une âme qui vole vers la lumière. 22 mars. J'ai rêvé que je marchais dans les rues d'Alger. Toutes les maisons étaient intactes, pas une trace de guerre. Je me suis réveillé en pleurant. Ahmed disait que mes larmes ressemblaient à un ruisseau de montagne, pur et rapide. Aujourd'hui, elles sont amères comme l'absinthe. 3 avril. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de la mort de mon fils. 27 ans ont passé, mais la douleur ne disparaît pas. Elle change seulement, comme une rivière qui, en approchant de l'estuaire, s'élargit mais coule plus lentement. J'ai allumé une bougie, lu le Coran.
Je ne suis pas allé à la mosquée là-bas, on juge les femmes sans foulard. Maxwell tourna les pages, de plus en plus absorbé par la vie de cette femme incroyable. Chaque ligne respirait la douleur, l'espoir, la nostalgie, une volonté de vivre indomptable. Et soudain, au milieu des notes quotidiennes, il tomba sur une page datée du jour de leur rencontre. 10 avril. Aujourd'hui, ma vie a failli s'éteindre, mais Allah m'a envoyé un sauveur. Un jeune médecin avec les yeux de mon fils disparu. Le même regard pur, la même volonté de sauver, quoi qu'il en coûte. Il est perdu dans cette ville, comme je l'étais dans un pays étranger. Il doit retourner là où sont ses racines. Je tenterai de le lui dire quand le moment sera venu. Maxwell referma le cahier, bouleversé. Quelque chose venait de se briser en lui. Comment avait-elle vu en lui ce qu'il n'osait même pas s'avouer? Pourquoi une inconnue, croisée au bord de la mort, l'avait-elle compris mieux que personne? Il sentit des larmes lui monter aux yeux. Pour la première fois depuis des années, il pleura en silence, haletant comme un enfant perdu dans une ville étrangère, qui aperçoit enfin un visage familier dans la foule. Quand ses larmes cessèrent, il attrapa son téléphone et composa un numéro qu'il connaissait par cœur, mais qu'il n'avait pas composé depuis des mois. « Papa ? C'est moi. »« Maxwell ?» La voix de son père, éraillée par les années et la solitude, reprit vie de l'autre côté du fil. « Maxwell. Mon fils. Il s'est passé quelque chose ? Non. Enfin, si. » Maxwell inspira profondément. « Je voulais juste te parler. Comment tu vas, là-bas ?» Et James Stevenson se mit à raconter, d'abord avec prudence, puis de plus en plus franchement. « Il y a 2 jours, j'ai cru perdre Madame Parker, crise cardiaque. Heureusement, j'avais encore les bons médicaments. » Ils parlèrent pendant plus d'1 heure. Maxwell raconta son licenciement, son conflit avec Archibald, l'atmosphère de mensonges et de cupidité qui avait envahi l'hôpital. Son père l'écouta sans l'interrompre, ne faisant que soupirer de temps à autre, comme pour absorber la peine de son fils. « Tu te souviens, dit-il soudain, quand tu étais petit, tu disais vouloir être médecin de campagne, comme moi ? Tu disais, je veux être comme papa. Puis, évidemment, les ambitions ont pris le dessus. Tu es parti pour la grande ville. » Il n'y avait aucun reproche dans sa voix, seulement une douce nostalgie pour un temps révolu. Quand l'appel prit fin, Maxwell resta longtemps à fixer l'écran noir de son téléphone. Puis il se leva, s'approcha de la fenêtre et l'ouvrit en grand. La ville nocturne respirait la fraîcheur du printemps. Les étoiles perçaient à travers les nuages. Au loin, à des centaines de kilomètres, les mêmes étoiles brillaient sur le toit de la maison paternelle. Le matin venu, il rappela son père. Un appel court, quelques phrases. « Papa, je rentre. Pour de bon ou pour un moment, je ne sais pas encore. Mais je veux comprendre ma vie. Être près de toi. » James Stevenson se tut un instant. Maxwell sentit presque physiquement, à l'autre bout du fil, son père retenir ses larmes. « Reviens, mon fils, dit-il enfin. La maison est grande, y a de la place. » En raccrochant, Maxwell ressentit une paix inattendue. Comme si un poids énorme venait de tomber de ses épaules. Comme s'il avait marché toute sa vie dans la mauvaise direction, et qu'il venait enfin de faire demi-tour pour voir le bon chemin. Dehors, une nouvelle journée se levait. Le soleil dorait les cimes des arbres du parc en face. Haut dans le ciel, des oiseaux tournaient en spirale. Maxwell inspira à plein poumon. Devant lui s'ouvrait l'inconnu, mais, pour la première fois depuis des années, cet inconnu ne l'effrayait pas. Il l'appelait, comme la lumière d'un feu lointain appelle un voyageur perdu dans la steppe. Mais avait répandu sur la terre des couleurs d'une intensité presque irréelle. Le vert tendre des jeunes pousses, le ciel d'un bleu perçant, l'air enivrant saturé des senteurs de la terre dégelée, des bourgeons éclos et des premières fleurs accueillirent Maxwell lorsqu'il descendit du bus à l'unique arrêt de Willowbrook. Il se tenait sur un asphalte craquelé, avec un petit sac de sport dans une main et sa mallette médicale dans l'autre. Il respirait les odeurs oubliées de l'enfance, peinant à reconnaître les lieux où il avait grandi. Clôtures branlantes, fenêtres barricadées de maisons abandonnées, broussailles envahissantes sur les terrains vagues, tout témoignait du lent déclin de cette ville autrefois animée. À côté de l'abri de bus écaillés, sous l'enseigne délavée, Willowbrook, l'attendait son père. James Stevenson se tenait là, appuyé sur une vieille canne en bois plus par habitude que par réelle nécessité, depuis une fracture ancienne. Les années avaient pesé sur ses épaules, teinté d'argent ses cheveux châtains,
creusait profondément son visage. Pourtant, dans ses yeux bleus délavés brillait toujours ce regard perçant de médecin, habitué à percevoir douleur et maladie avant même que le patient n'en soit conscient. « Fiston !» James fit un pas en avant, les bras grands ouverts. Maxwell se serra contre lui, soudain frappé par combien son père lui paraissait plus petit, plus mince, plus fragile. Dans ses souvenirs d'enfant, il avait la stature d'un géant, mais les années, les pertes et la solitude l'avaient asséché comme un jeune arbre sous la chaleur d'eau. Ils restèrent longtemps ainsi, sans mot dire, tous deux conscients que ces silences en disaient plus que 1000 phrases. « Allez, rentrons à la maison » dit enfin James en s'écartant, essuyant discrètement une larme. « J'ai préparé du poulet rôti et une soupe. Je sais ce que t'aimes. » Ils remontèrent l'unique rue pavée de Willowbrook. Le père, ragaillardi, montrait à son fils les changements survenus en son absence. Le club, on l'a fermé. Maintenant, c'est un entrepôt pour les fermiers. L'école aussi. Les gamins vont dans le district, mais le bus tombe souvent en panne, surtout quand il pleut. La poste n'ouvre plus que 3 jours par semaine. Et il ne reste qu'un seul magasin, tenu par Nancy, tu te souviens? Maintenant elle s'appelle Madame Wilson. Elle vend de tout, du pain au clou. Maxwell hochait la tête, reconnaissant les lieux de son enfance avec une boule dans la gorge. Voici la barrière bancale où il jouait au cow-boy avec ses copains. Le vieux puits à balancier d'où il tirait de l'eau pour sa mère. Le sentier vers la rivière, là où il avait appris à nager et pêcher son premier poisson. Tu te rappelles quand toi et Bill, vous aviez grimpé sur le toit de la mairie? Éclata de rire son père. Le maire vous avait pourchassé à coups de balai dans toute la ville. Je m'en souviens, sourit Maxwell. Et toi, tu m'avais donné une sacrée fessée. Pas pour le toit, dit James en secouant la tête. Pour m'avoir menti. Tu m'avais dit que t'étais resté toute la journée chez Bill. Moi, j'étais inquiet, le dîner refroidissait. Il s'interrompit soudain, et Maxwell comprit que c'était surtout sa mère qui s'était inquiétée ce soir-là, qui avait tourné en rond, le cœur serré. Son visage, à moitié effacé par les années, réapparut dans son esprit avec une précision douloureuse, une femme petite, aux cheveux tirés en un chignon serré, en robe de coton fané. Professeure de biologie, elle trouvait la vie partout et savait la raconter comme personne, même au cancre. La maison des Stevenson se dressait à la lisière de la ville, entourée de vieux saules, qui avaient donné leur nom au bourg. Une solide maison en bois construite par le grand-père de Maxwell, noircie par le temps et les intempéries, mais toujours debout. Le toit avait besoin de réparation, on voyait ici et là des plaques de tôle rafistolées. La clôture penchait, le portillon tenait sur une charnière. Mais le perron était propre, les vitres étincelaient, et dans le jardin, les premières fleurs colorées éclataient dans les plates-bandes jadis fierté d'Anne Stevenson. J'ai un peu laissé aller, dit James en levant les mains d'un air gêné. J'ai plus l'énergie pour tout entretenir. Et puis, impossible de trouver de l'aide et les jeunes sont tous partis en ville. T'en fais pas, papa. Maxwell posa une main sur son épaule. À deux, on y arrivera. La première semaine passa en corvée domestique. Maxwell, animé de l'enthousiasme d'un néo-rural, se lança dans les réparations, il commença par colmater le toit, redressa la clôture branlante, installa un nouveau loquet à la porte. Ses mains, habituées aux gestes précis de la chirurgie, étaient d'abord maladroites avec un marteau ou une scie. Mais son corps n'avait pas oublié les gestes de l'enfance. Rapidement, il retrouva son aisance. Le travail manuel l'aidait à mettre de l'ordre dans ses pensées. À chaque clou enfoncé, chaque planche redressée, c'était aussi ses doutes et ses peurs qu'il réorganisait intérieurement, déblayant des années de fatigue et de remords. Le soir, il s'asseyait avec son père sur le perron, buvait du thé préparé dans le vieux samovar que James alimentait avec des pommes de pin, pour le parfum, ça donne meilleur goût, et il parlait. Pour la première fois depuis longtemps, des conversations franches, sans masque ni précipitation. Tu sais, ta mère s'ennuyait beaucoup de toi, disait James en regardant le ciel rouge du soir, où les premières étoiles perçaient la pénombre surtout la dernière année. Elle feuilletait les albums photos, relisait tes lettres. Pourquoi elle ne m'a rien dit? Demanda Maxwell d'une voix rauque. Je serais venu. Elle ne voulait pas t'inquiéter, répondit son père. Elle comprenait que ton travail était important. Elle était si fière de toi. Elle disait à toutes les voisines, mon Maxwell sauve des vies dans la grande ville, à l'hôpital principal. Il fit une pause, but une gorgée de thé. Elle a travaillé jusqu'au bout. 3 jours avant de mourir,
elle allait encore à l'école, elle aidait les enfants à jardiner. Puis elle s'est couchée et s'est éteinte comme une bougie. Les médecins disaient « arythmie ». Fallait l'emmener à l'hôpital du district. Mais elle refusait « j'ai encore du travail. J'irai après l'été ». Maxwell resta silencieux, une boule dans la gorge. Il n'avait pas eu le temps de lui dire au revoir. Il était arrivé trop tard, elle était déjà allongée dans son cercueil, cireuse, méconnaissable, les mains croisées sur la poitrine. « Ne t'en veux pas, fiston, dit son père comme s'il lisait dans ses pensées. C'est la vie. Chacun son heure. Et ta mère, elle ne s'est jamais plainte. Elle a vécu comme elle le voulait en se consacrant à ses élèves. » Ils restèrent là, silencieux, à écouter les bruits de la petite ville, le meuglement des vaches rentrant du champ, les aboiements lointains, le grincement d'une poulie de puits. Peu à peu, Maxwell trouva sa place dans le rythme paisible de la campagne. Le matin, il s'occupait du jardin, réparait ce qui était cassé. L'après-midi, il aidait son père dans le dispensaire improvisé qu'ils avaient installé à la maison. Le soir, il lisait ou discutait avec James sur le perron. Ses compétences médicales s'avérèrent vite indispensables. Il retirait des échardes, désinfectait des plaies, retirait des points de suture pour les patients opérés au district, conseillait sur les traitements. Mais la véritable épreuve arriva 2 semaines après son arrivée. Le garde forestier à la retraite Sam frappa à la porte, accompagné de son petit-fils. Le garçon, une quinzaine d'années, tenait son bras ensanglanté, enveloppé dans un chiffon. « On a un problème, James, dit le vieux en entrant. Mon Mitch jouait avec la tronçonneuse. Il a entaillé son bras. Ça saigne beaucoup. On n'aura jamais le temps d'arriver au district. » Maxwell passa sans un mot à la salle d'examen improvisée, en retroussant ses manches. « Allonge-le là, dit-il. Papa, fais bouillir les instruments. » En dépliant le chiffon, il découvrit une plaie profonde et irrégulière courant de l'avant-bras au poignet. Le sang coulait encore, mais l'artère n'était pas touchée. « Calme-toi, dit-il au garçon en croisant son regard blême. Mitch, c'est ça? Je sais que ça fait mal. Mais je vais arranger ça. » Pendant 1 heure, Maxwell travailla avec concentration. Il nettoya la blessure, retira les débris de bois et de saleté, puis recousit soigneusement. Ses doigts retrouvaient leur réflexe même avec des instruments rudimentaires, il allait droit au but, précis, rapide, sûr. « Les tendons sont intacts, expliqua-t-il en posant un bandage. C'est l'essentiel. Mais tu garderas une cicatrice. Reviens chaque jour pour le pansement. » Le garde forestier le regardait, mêlant admiration et stupeur. « Mais enfin, docteur, dit-il, vous avez des mains en or, et vous êtes ici, au fin fond de nulle part? Vous devriez être dans une grande clinique de la capitale. » Maxwell ne répondit pas, terminant de fixer le pansement. Que pouvait-il dire? Qu'il avait fui le bruit et la corruption? Qu'il avait perdu foi en le prestige? Qu'il avait eu besoin de silence et de vérité? Ce soir-là, alors que son père dormait, Maxwell s'installa dans le vieux kiosque au fond du jardin. Le verger abandonné de sa mère reprenait doucement vie, les branches mortes avaient été taillées, les troncs aérés, les allées dégagées. Des mains en or, et vous êtes ici? Les paroles du garde forestier résonnaient encore. Et où devrait-il être? Là-bas, en ville, au milieu de la frénésie? Ou ici, parmi les siens, là où un médecin ne soigne pas seulement des organes, mais soulage des âmes? Il se souvint des mots de Fatima sur le retour aux racines. Et si elle avait raison? Et si c'était ici, auprès de son père, au milieu de gens simples, qu'il était vraiment à sa place? Le crépuscule tombait, enveloppant le jardin d'une brume violette. Au loin, une guitare solitaire jouait. Les chiens se répondaient, et dans la forêt toute proche, une chouette ululait. L'air était saturé d'odeurs de terre, d'herbes tendres et de fleurs de pommier. Maxwell respirait profondément ces parfums oubliés. Pour la première fois depuis longtemps, il se sentait pleinement vivant. Le matin commença dans la précipitation. On tambourinait violemment à la porte, comme si une vie en dépendait. Et c'était le cas. Sur le seuil se tenait une petite fille de 8 ans, essoufflée, les tresses en bataille, les yeux affolés. « Monsieur le docteur !» s'écria-t-elle dès qu'elle vit Maxwell. « Vite, ma grand-mère va mal. Maman m'a envoyé. Elle peut pas la porter jusqu'à la voiture. » Maxwell attrapa aussitôt la mallette qu'il avait préparée la veille, juste au cas où. « Où habitez-vous ?
À Maplewood. C'est pas loin, juste à travers le champ. Montre-moi. Ils traversèrent les champs au pas de course, couverts de jeunes pousses. La fillette courait devant, se retournant souvent pour vérifier qu'il suivait. Maxwell la suivait sans peine, le cœur battant autant à cause de l'effort que de l'inquiétude. Maplewood, le bourg voisin situé à 5 km de Willowbrook, surgit soudain derrière une colline, comme s'il avait jailli de terre. Un peu plus grand, un peu mieux entretenu, il semblait encore vivant, toutes les maisons n'étaient pas abandonnées, des enfants jouaient quelque part. La fillette l'amena jusqu'à une maison ancienne mais bien tenue, avec de larges vérandas. À l'entrée, les attendait une jeune femme au visage tendu. « Vous êtes le médecin ? » ?»« Dieu merci !» dit-elle en lui serrant la main. « Pauline Madison, infirmière de notre ancienne infirmerie. » Enfin, ancienne infirmerie. Maman a fait un malaise. Probablement une crise cardiaque. Dans la chambre, sur un large lit, une femme âgée était allongée, le visage en sueur, déformé par la douleur. Son bras gauche pendait mollement sur le côté. « Evdokia, 63 ans, dit Pauline rapidement tandis que Maxwell sortait son tensiomètre. Premier AVC il y a 3 ans, faiblesse au bras gauche depuis. Hypertension. Elle prend des médicaments. L'examen prit quelques minutes. Syndrome coronarien aigu, conclut-il. Il faut l'hospitaliser d'urgence. Vous avez une voiture ? Un vieux pick-up, acquiesça Pauline. Il démarre, mais je ne peux pas porter maman toute seule, elle est lourde depuis son AVC. On va s'y mettre à deux, répondit Maxwell en sortant une seringue de sa trousse. D'abord un antalgique, puis un comprimé de nitroglycérine sous la langue. Ensuite, on part. Transporter Evdokia fut un vrai défi. Pauline la tenait sous les aisselles, Maxwell la prenait par les jambes. À pas lents, ils franchirent les étroites portes de la maison. La fillette les suivait avec une couverture et un oreiller. « Annie, ma chérie, tu vas rester chez Tata Lucie, dit Pauline, une fois la mère installée à l'arrière du pick-up. Je t'appellerai dès qu'on arrive à l'hôpital. » L'enfant acquiesça, les larmes aux yeux. Maxwell fut frappé par la gravité de son regard. Sur la route défoncée menant à l'hôpital du district, cahotant entre ornières et virages, ils finirent par discuter. Pauline, jetant des coups d'œil dans le rétroviseur vers sa mère, parlait sans se plaindre, brièvement, mais on devinait toute une vie derrière ces mots. « Je suis revenu ici il y a 3 ans, après le premier AVC de maman, expliqua-t-elle. Avant, je bossais aux urgences de l'hôpital régional. J'avais des perspectives, mais je ne pouvais pas la laisser seule. Et Annie était petite. »« Et le père d'Annie ?» demanda Maxwell avec prudence. « Parti à Chicago quand elle avait 1 an, répondit-elle, les lèvres serrées. Il disait qu'il reviendrait dans 1 mois. Ça fait 8 ans. » Maxwell hocha la tête. Il connaissait ces histoires, hommes partis, gagner leur vie, et qui ne reviennent jamais. « Et l'infirmerie ? Vous disiez, ancienne ? » Fermée il y a 3 ans, son ton devint plus amer. « Optimisation, qu'ils ont dit. Officiellement, on dépend du centre régional à 60 km, si la route est bonne. En hiver ou par mauvais temps, c'est 80, par les détours. Et donc, aucun soin sur place. Je suis là, non ? Répondit-elle avec un sourire amer. Je maintiens l'infirmerie avec mes propres moyens. Enfin, ce qu'il en reste. Ils ont emporté presque tout l'équipement, mais j'ai sauvé ce que j'ai pu. Je continue, officieusement. Son ton n'avait rien d'héroïque, mais Maxwell sentait la force immense cachée sous cette modestie. À l'hôpital, Evdokia fut immédiatement conduite en soins intensifs. Le médecin de garde, à moitié endormi, l'examina brièvement et acquiesça. Arrivé à temps. 1 heure de plus, et il aurait été trop tard. Ils restèrent dans le couloir, fatigués, tendus, mais soulagés d'avoir agi. « Merci, dit Pauline à voix basse, le regard fixé sur Maxwell. Sans vous, je n'y serais pas arrivé. »« Non, merci à vous, répondit-il sans réfléchir. Pour être resté, quand tant d'autres seraient partis. » Elle baissa les yeux, gênée. « Où voulez-vous aller ? Il y a Annie. Il y a les gens. Si moi je pars, qui les aidera ? » Cette sincérité le toucha profondément. Dans la petite cafétéria de l'hôpital, en buvant un café insipide, ils parlèrent plus librement. Pauline raconta son combat pour relancer l'infirmerie, lettres aux autorités, pétitions, recherche de mécènes.
parfois j'ai envie de tout abandonner, avoua-t-elle en regardant le jardin de l'hôpital à travers la vitre. On se bat, et on a l'impression que ça ne sert à rien. Mais quelqu'un vient, dit merci, et les forces reviennent. Le soir, l'état d'Evdokia s'était stabilisé. On la transféra dans une chambre ordinaire, sous surveillance. Sur le chemin du retour, dans la lumière douce du crépuscule, Maxwell prit le volant et Pauline était trop épuisée. Ils restèrent silencieux. Mais c'était un silence complice, paisible. À la bifurcation vers Maplewood, elle murmura. « Venez chez nous. Il fait nuit, et la route vers Willowbrook est mauvaise. Vous dormirez là-bas, et demain, vous repartirez. » Maxwell voulut refuser, puis sentit qu'il était vraiment fatigué. Et puis, il ne voulait pas dire non. Pas ce soir. Chez Pauline, Annie les attendait avec une voisine âgée, tante Lucie. La fillette courut vers sa mère. « Maman. Comment va mamie ? » « Elle va bien, mon trésor, répondit Pauline en l'enlaçant. « Elle est à l'hôpital, les médecins vont s'occuper d'elle. Mais nous, avec le docteur, on est très fatigués et on a bien besoin d'un thé. » Tante Lucie s'affaira aussitôt, installant sur la table un repas simple mais chaleureux, des tourtes aux choux, de la confiture maison, des pommes au vinaigre. Annie aidait sérieusement, posant les tasses, observant Maxwell avec une curiosité à peine dissimulée. Finalement, elle ne put résister. « C'est vrai que vous êtes médecin ? Comme maman ? » « C'est vrai, sourit Maxwell. Sauf que je suis chirurgien, et ta maman est infirmière. Et c'est mieux ou moins bien ? Insista-t-elle. C'est juste différent, intervint Pauline. Les chirurgiens opèrent. Les infirmiers, eux, sont plus proches des gens, sans doute. Moi aussi je veux être médecin, déclara Annie avec assurance. Mais je ne sais pas encore si je veux être chirurgien ou infirmière. Maxwell éclata de rire. Tu as encore le temps d'y réfléchir. Quand Annie fut couchée, et tante Lucie repartit chez elle, Pauline et Maxwell restèrent seuls. Assis dans de vieux fauteuils près d'une cheminée éteinte, ils reprirent leur conversation entamée à l'hôpital. « Je ne vous ai pas dit le plus important, dit Pauline. Hier, j'ai reçu une réponse officielle du ministère. Refus définitif de rouvrir l'infirmerie. Les mêmes raisons, pas rentable, pas assez d'habitants, optimisation. Vous n'avez jamais pensé, Maxwell hésita, à partir en ville? Pour Annie, pour vous-même? Elle resta longtemps silencieuse, le regard perdu dans la flamme d'une bougie. Puis elle répondit doucement. Bien sûr que j'y ai pensé. Surtout quand c'est trop dur. Mais, ici, on a besoin de moi. C'est difficile à expliquer à un citadin, mais ici, chaque personne compte. Si je pars, c'est tout un PAN de la vie du village qui s'effondre. Et en ville, ils s'en sortiront très bien sans moi. Ces mots résonnèrent en Maxwell comme une évidence oubliée. Moi aussi, je pensais être indispensable dans mon hôpital, murmura-t-il. Et puis, je suis parti. Et rien ne s'est effondré. On m'a remplacé. Juste un rouage de plus. Et vous ? Demanda-t-elle soudain. Pourquoi êtes-vous revenu ici ? On voit bien que vous n'étiez pas là depuis longtemps. Maxwell voulut répondre vaguement, mais il comprit qu'il voulait, au contraire, tout raconter. Il parla du conflit avec Archibald, du vieil homme mort faute d'avoir été opéré à temps, de Fatima et de son journal, de l'effondrement de toute sa vie d'avant. Pauline l'écoutait sans l'interrompre, hochant la tête, comme si elle reconnaissait quelque chose de familier dans ses mots. « Vous savez, dit-elle quand il eut fini, je vous comprends mieux que vous ne le pensez. Moi aussi, autrefois, je rêvais de grandes carrières, de sauver des centaines de vies. Et puis j'ai compris une chose toute simple, ce ne sont pas les chiffres qui comptent. Ce sont les personnes concrètes à qui on tend la main. Une vie sauvée, c'est déjà tout un monde. » Ils parlèrent ainsi jusqu'au cœur de la nuit. Maxwell sentait qu'il avait trouvé une personne qui comprenait son parcours sans explication, qui partageait ses valeurs. Le lendemain matin, traversant à pied les champs couverts de rosée pour rentrer à Willowbrook, Maxwell se sentait étrangement léger. Le monde semblait plus clair, plus lumineux, comme si on avait nettoyé la vitre à travers laquelle il le regardait depuis des années. Son père l'attendait sur le perron, l'air inquiet. « Où étais-tu passé ? J'ai cru qu'il t'était arrivé quelque chose. » Maxwell raconta brièvement les événements de la veille, taisant les détails du dialogue nocturne avec Pauline. James écouta, hochant la tête. « Je la connais, Evdokia.
Une femme solide, elle s'en sortira. Et Pauline, c'est une fille bien. Très capable. Mais la vie n'est pas facile, seule avec une enfant et un dispensaire sur les bras. Elle a du caractère et de l'acier, pas du fer. Le soir venu, alors qu'il s'apprêtait à dîner, le téléphone sonna. Maxwell mit un moment à comprendre qu'il s'agissait de son portable, il l'avait presque oublié ces derniers jours. Maxwell ? C'est Sam, la voix de son ami pathologiste. Alors, comment ça va, dans ta campagne ? Tu plantes des patates ? Pas exactement, sourit Maxwell. Plutôt, je soigne des gens. Pourquoi ? Il se passe quoi ? Eh bien, figure-toi, la voix de Samuel vibrait d'excitation, qu'une enquête administrative a été ouverte contre Archibald Harrison. Apparemment, tu n'es pas le seul à avoir souffert de ces méthodes. Les plaintes affluent de partout, patients, personnel. On dit même qu'ils pensent que c'est toi qui as alerté le ministère de la Santé. Maxwell eut un petit rire sec. J'avais autre chose à faire. Et je n'aurais même pas su par où commencer une telle dénonciation. En tout cas, prépare-toi, reprit Samuel. Tu seras peut-être appelé à témoigner. Ou pas, s'il y a déjà assez de preuves. Maxwell raccrocha et sortit sur le perron. La nouvelle de la chute d'Archibald ne le réjouissait pas. Ce n'était plus son monde. Là-bas, les intrigues continuaient, mais ici, sous les étoiles, il ressentait une paix qu'il n'avait pas connue depuis longtemps. Merci, Fatima, pensa-t-il en levant les yeux vers le ciel. Vous aviez raison. J'ai trouvé ma place. Le temps, dans une petite ville comme Willowbrook, ne se mesure ni en heures ni en minutes, mais en lever et coucher de soleil, en changement de saison, en hauteur d'herbe et floraison des pommiers. Un mois s'était écoulé depuis que Maxwell avait décidé de rester un mois comme un seul et long jour, empli d'odeurs de terre fraîchement retournée, de bruissements de feuillage et de conversations tranquilles avec son père sous les étoiles. Le petit poste médical à domicile s'était agrandi, il occupait désormais 2 pièces dans l'ancienne maison paternelle. Maxwell était allé en ville, avait ramené une partie de ses instruments, un nouveau tensiomètre, un électrocardiographe sauvé de la mise au rebut un an plus tôt, et plusieurs boîtes de médicaments. James Stevenson montrait avec fierté la nouvelle infirmerie aux voisins. « Regardez-moi ça, on n'a rien à envier à la ville. Mon Maxwell, il a ramené tout un arsenal. » La rumeur du retour du médecin dans sa ville natale se répandit comme un feu de forêt. Les patients affluaient non seulement de Willowbrook, mais aussi des villes voisines, Maplewood, Oak Ridge, même de la lointaine Riverside. Certains venaient à vélo, d'autres en vieux pick-up, et les plus démunis à pied, coupant à travers bois pour gagner quelques kilomètres. « Docteur, mon dos me tue, j'en peux plus. »« Docteur Stevenson, ma petite fille a de la fièvre depuis 3 jours, je suis morte d'inquiétude. »« Mon gars, regarde ma jambe. Y a une plaie qui guérit pas. » Maxwell les recevait tous, avec patience, sans précipitation. Il écoutait non seulement les plaintes de santé, mais aussi les histoires de vie, les nouvelles du village, les soucis familiaux. Il redécouvrait une vérité simple, dans une zone rurale, soigner ce n'est pas juste guérir un mal, c'est s'intégrer à la vie même de chaque maison, de chaque histoire. 2 fois par semaine, il allait à Maplewood pour voir Evdokia, maintenant rentrée chez elle et en voie de guérison. Chaque fois, on l'accueillait comme un membre de la famille, Annie courait à sa rencontre, lui montrant ses dessins ou ses nouvelles pages d'herbier, Pauline rayonnait d'un calme heureux. Et Evdokia, installée dans son fauteuil près de la fenêtre, l'attendait avec du thé aux herbes et des tartes chaudes. « Vous avez la main bénie, docteur Stevenson, disait-elle en lui tendant une tasse. Depuis que vous m'avez emmené à l'hôpital, j'ai l'impression d'avoir rajeuni. Bien sûr, le cœur fait encore des siennes parfois, mais bon, l'âge. » Annie s'était vite attachée à lui. Dans son petit monde, il n'y avait pas beaucoup d'hommes, un grand-père mort avant sa naissance, un père disparu, et maintenant ce docteur calme et patient, qui répondait à toutes ses questions et lui apprenait à reconnaître les plantes médicinales sans abîmer leurs racines. Pauline observait leur complicité avec une joie silencieuse. Elle voyait sa fille s'épanouir auprès de Maxwell, elle voyait aussi combien Maxwell se détendait avec l'enfant, il lui parlait sans effort, avec douceur. Annie ne s'est jamais autant attachée à quelqu'un, confia-t-elle un jour, alors qu'ils étaient seuls sur la véranda. C'est presque étrange. Les enfants sentent quand c'est sincère, répondit Maxwell en haussant les épaules. Et avec elle, c'est facile. Elle est formidable. Un soir, alors qu'Evdokia dormait et qu'Annie s'était endormie sur une pile de feuilles d'herbier, Pauline proposa soudain. « Vous voulez que je vous montre l'infirmerie ?
Enfin, ce qu'il en reste. Je voulais vous y emmener depuis longtemps. Ils traversèrent tout le village, longeant des maisons paisibles noyées dans le soir, un vieux puits bancal, un club désaffecté aux vitres cassées. À la sortie de Maplewood, presque au bord de la forêt, se dressait un petit bâtiment en briques rouges, typique des années 60, avec une peinture écaillée et un crépi qui s'effritait. Voilà, dit Pauline en ouvrant la porte avec une vieille clé en fer. Notre infirmerie. Enfin, celle qu'on a eue. Dedans, une odeur d'humidité et de médicaments. L'atmosphère particulière des lieux de soins désertés. À la lumière faible d'une lampe sous le plafond, les contours des armoires, des brancards, des paravents apparaissaient. Elle le guida à travers les pièces, expliquant ce qu'elles étaient, le cabinet du médecin généraliste, la salle de soins, la mini-laboratoire, la petite pièce pour la kiné. Elle parlait avec émotion, comme une guide dans un musée oublié. Et ici, on avait un microscope, une centrifugeuse. On pouvait faire des analyses simples, au moins une numération sanguine. Et si il regarda autour de lui et si on restaurait cet endroit? Pauline se retourna si brusquement que sa tresse gifla son épaule. Quoi? Je dis, et si on ramenait ce lieu à la vie? Répéta Maxwell avec calme. Le bâtiment est sain. Le toit est à refaire, d'accord. Les fenêtres aussi. La plomberie, l'électricité, mais tout cela, c'est faisable. Vous plaisantez? Elle le regardait, les yeux grands ouverts, le cœur entre espoir et incrédulité. On n'a pas les moyens. Et aucune autorisation. J'ai envoyé des dizaines de dossiers, des courriers. Rien. C'est fini. Maxwell s'approcha, posa doucement les mains sur ses épaules. Écoutez-moi. J'ai des économies pas énormes, mais assez pour les réparations de base et du matériel. J'ai des contacts en ville, d'anciens collègues, des amis, qui peuvent nous aider à trouver de l'équipement. Vous avez l'expérience, la connaissance du terrain, vous connaissez les lois. Ensemble, on peut y arriver. Qu'est-ce qu'on risque? Elle resta figée un instant. Puis il sentit son corps se détendre sous ses mains. Dans ses yeux, une larme brillait. Vous comprenez pas, murmura-t-elle. C'est mon rêve depuis 3 ans. Chaque nuit, je la revois, cette infirmerie, pleine de lumière et de patients. Mais j'ai cessé d'y croire. Alors recommençons à y croire ensemble, dit-il doucement. Le lendemain matin, autour d'une tasse de thé sur la véranda de la maison d'Evdokia, ils commencèrent à discuter des détails. Vous savez, dit la vieille dame en ouvrant un vieil album, que cette infirmerie a plus de 70 ans. Elle a été construite après la guerre, par la communauté tout entière. Mon père, vétéran, faisait partie des initiateurs. Je me souviens encore, j'étais gamine, je portais des planches pendant que les hommes clouaient la charpente. Elle a ouvert en 1950. Elle montra une photo en noir et blanc, une jeune femme en blouse blanche souriait à côté d'un homme en costume qui coupait un ruban. Voilà notre première infirmière, Anne, paix à son âme. Elle a travaillé ici plus de 40 ans. Elle nous a tous soignés au moins une fois. Le projet de renaissance de l'infirmerie rapprocha encore Maxwell et Pauline. Ils passaient ensemble presque tout leur temps libre, ils dressaient des plans, faisaient des croquis, évaluaient les coûts, sélectionnaient les matériaux. Mi-juin, une tempête éclata sur Maplewood. Une pluie battante tombait en rideaux, le vent arrachait les branches, le tonnerre faisait trembler les vitres. Maxwell se trouvait justement chez Pauline, ils avaient passé la journée à vider l'une des pièces de l'infirmerie. Le soir venu, ils étaient restés travailler sur les plans. Vous n'allez pas sortir par ce temps, s'écria Evdokia. Vous seriez trempés jusqu'aux os, ou foudroyés. Restez, Maxwell, et dit Pauline, observant la tempête par la fenêtre. Il y a un canapé confortable dans le salon. Et demain, vous repartirez tranquillement. 2 mois passèrent comme un seul souffle, emplis du bruit des marteaux, du grincement des scies, du frottement des brosses sur les murs. L'infirmerie reprenait vie sous leurs mains. On avait d'abord refait le toit, remplacé les fenêtres, tiré une nouvelle ligne électrique. Maxwell, tout entier pris par le chantier, semblait renaître. Il portait des sacs de ciment, clouait, plâtrait, comme s'il n'avait jamais fait que ça. Il s'y appliquait avec la même rigueur que dans une salle d'opération. Regardez-le, le médecin de la ville commentait les ouvriers du coin. Il ne fait pas le difficile, au moins, lui. Il investit toutes ses économies 20 ans de mise de côté, sans savoir pourquoi.
Les habitants aidaient à leur façon, certains apportaient des planches, d'autres donnaient de vieux meubles solides, les femmes cuisinaient pour les travailleurs. Toute la région semblait revivre, galvanisée par ce projet commun. Quelques anciens collègues de Maxwell répondirent à son appel. Denny, d'une clinique privée, lui envoya un électrocardiographe d'occasion. Samuel, de l'hôpital régional, dénicha un vieux fauteuil de dentiste. Olga, devenue pédiatre en chef dans l'état voisin, collecta des outils parmi ses collègues, stéthoscope, pinces, ciseaux chirurgicaux. « Regarde ça, papa » dit Maxwell à son père en déballant les trésors. « Bientôt, on rivalisera avec les hôpitaux du district. » L'épreuve arriva fin août, alors que les travaux touchaient à leur fin. Maxwell installait un évier dans la salle des soins quand son téléphone sonna. « Maxwell ?» C'est Vitaly, la voix d'un ancien collègue de l'hôpital, un de ceux avec qui il était resté en bons termes. « Assieds-toi. »« Sérieusement. »« Quoi encore ?» Maxwell s'essuya les mains. « Archie Harrison a été viré » annonça Vitaly, triomphant. « Tu te rends compte ? Commission ministérielle, enquête interne, et voilà, suspendu pour abus de pouvoir. On parle même de poursuite pénale. » Maxwell resta silencieux, digérant l'information. « Et ce n'est pas tout » poursuivit Vitaly, emballé. « Hier, Peter Sumner, notre directeur, m'a dit texto, retrouve Stevenson. Qu'il revienne. On lui propose le poste de chef de service. Tu réalises ? C'est ta chance. Une offre comme ça n'arrive qu'une fois dans une vie. Chef de service ? Répéta Maxwell, encore sous le choc. Oui. Tu pourrais tout changer. Matériel neuf, équipe à former, budget propre. Tu viens lundi ? Viens, on discute. Pas le genre de truc à régler par téléphone. Maxwell promit de réfléchir et raccrocha. Il resta longtemps assis, contemplant le mur à moitié peint. Les idées tournaient dans sa tête. Il y a quelques mois, une telle offre aurait été un rêve, un poste qu'il n'aurait peut-être atteint qu'après 10 ans d'efforts. Et maintenant ? La nuit suivante, il ne put dormir. Il se tournait dans son lit étroit, l'esprit envahi par cette proposition. Une grande ville. Des opérations complexes. Le respect des collègues. Un vrai salaire. Mais, et l'infirmerie ? Et ce qu'ils avaient déjà bâti ? Et son père ? Et Pauline ? Et Annie ? Comment les quitter maintenant ? À l'aube, il n'avait toujours pas décidé. Mais il savait qu'il devait parler à Pauline, à cœur ouvert. Elle faisait partie de sa vie, de ses projets. Il ne pouvait rien lui cacher. Il la trouva à l'infirmerie, en train de repeindre les rebords de fenêtres. Ses cheveux étaient attachés sous un vieux foulard, une goutte de peinture sur la joue. Elle avait l'air épuisée mais heureuse. « Pauline, il faut que je te parle » dit Maxwell, s'asseyant sur un seau retourné. « Hier, j'ai eu un appel de l'hôpital. » Il lui raconta tout. Elle l'écouta en silence, sans arrêter de peindre, jusqu'à ce que la brosse s'arrête d'elle-même. « Qu'est-ce que tu en penses ? » demanda-t-il enfin. Elle essuya ses mains, s'assit près de lui, le visage calme mais tendu. « C'est ta décision, Maxwell, dit-elle d'un ton posé. Je n'ai pas à te retenir. C'est une belle opportunité. Mais toi, qu'en penses-tu ? Elle détourna les yeux, se mordit la lèvre. Je pense que tu es un excellent chirurgien. Et qu'en ville, tu sauveras plus de vies qu'ici. Que là-bas, ton talent sera mieux utilisé. Et je pense aussi que tu vas me manquer. Beaucoup. Ces mots, dits avec douceur et honnêteté, touchèrent Maxwell plus profondément qu'un discours passionné. Elle ne le retenait pas. Elle l'aimait assez pour le laisser partir. Il voulait lui répondre, lui dire quelque chose d'essentiel. Mais à ce moment-là, deux personnes entrèrent dans l'infirmerie, un homme en costume sombre, malgré la chaleur d'où, et une femme tenant une liasse de papier. Leur visage trahissait cette lassitude méprisante typique des bureaucrates en mission. Commission sanitaire régionale, déclara l'homme en montrant son badge. Vous avez déposé une demande de licence d'exploitation. Nous sommes ici pour l'inspection préliminaire. Pauline se redressa immédiatement, essuya ses mains, remit en ordre sa coiffure. Dans ses yeux brillait une détermination farouche. Bien sûr. Nous vous attendions. Suivez-moi, je vais vous faire visiter. Durant l'heure qui suivit,
Maxwell observa Pauline guider la commission à travers les salles de l'infirmerie, leur expliquant les rénovations, les plans, les certificats. Mais très vite, il devint évident que les visiteurs n'étaient pas venus pour approuver quoi que ce soit. L'homme notait tout avec froideur, la femme prenait des notes sans lever les yeux, le visage fermé. « Pas de générateur de secours ?» demanda sèchement l'inspecteur, tapotant sur sa tablette. « En cas de coupure de courant, vous fermez ? » « Nous en avons commandé un, » répondit Pauline calmement. « Dans les villages, les coupures sont fréquentes, nous en sommes conscients. » « Et l'alarme incendie ? » « Je ne vois que des détecteurs vétustes. Ce n'est pas conforme aux normes actuelles. Le nouveau système arrive. L'installation est prévue pour la semaine prochaine. » Autre point, l'homme leva les yeux vers le plafond de la salle de soins, la hauteur sous plafond ne correspond pas aux exigences. Moins de 3 mètres ici, non ? Ce bâtiment date de 1950, répliqua Pauline. À l'époque, la norme était différente. Et selon les règlements sanitaires pour les zones rurales, des dérogations sont prévues pour les bâtiments historiques. Elle sortit un document et le lui tendit. Il y jeta à peine un œil. Vous pourrez faire appel, déclara-t-il froidement. Mais pour l'instant, je constate que le bâtiment ne répond pas aux critères d'une autorisation médicale. Pauline tenta de défendre son dossier, de montrer d'autres papiers, mais elle se heurta à un mur. Maxwell, en silence, comprit que ce jeu lui était familier. Même système qu'à l'hôpital. Même logique absurde. Les mêmes visages froids et sourds. Quand la commission partit, Pauline s'assit sur les marches de l'infirmerie. Elle ne pleurait pas. Elle ne pleurait jamais. Mais tout dans ses épaules, dans ses gestes, respirait la lassitude et la résignation. « Ce n'est pas fini, dit Maxwell en s'asseyant à côté d'elle. On trouvera un moyen. Il y a toujours une solution. Je suis fatigué de me battre, Maxwell murmura-t-elle. 3 ans que je lutte seule contre des murs. Elle se tut, triturant l'ourlet de son tablier, puis demanda sans le regarder. Peut-être que tu devrais vraiment retourner en ville. Là-bas, au moins, le toit ne fuit pas, et les plafonds sont réglementaires. Il n'y avait pas d'ironie dans sa voix. Juste de l'amertume et un découragement profond. Et cela blessa Maxwell bien plus que s'il avait reçu des reproches. Ce soir-là, assis avec son père sur le perron, Maxwell sentit qu'un moment décisif approchait. Le dîner s'était déroulé dans le silence, les 2 hommes savaient qu'un sujet pesait entre eux. « Papa, qu'est-ce que je dois faire ?» demanda Maxwell en observant les premières étoiles dans le ciel. « D'un côté, j'ai une opportunité rêvée, un poste de direction, des moyens, un vrai impact. De l'autre, tout ce qu'on a commencé ici. Les gens, le dispensaire, Pauline. » James tira sur sa pipe éteinte, il ne fumait plus depuis 10 ans, mais gardait l'objet comme un rituel apaisant. « Que dirait ta mère ?» demanda-t-il doucement, sans le regarder. Maxwell ferma les yeux. Il revit le visage de sa mère, ses mains tachées d'encre, son regard calme, sa voix posée. Elle disait toujours, « Va là où tu peux être utile. Ne cours pas après les titres ni l'argent. Cherche ce qui fait du bien autour de toi. » Elle dirait d'écouter mon cœur, murmura-t-il. Et que rien n'est plus important que d'être là où on est vraiment nécessaire. James hocha lentement la tête, comme s'il avait attendu cette réponse. Alors demande-toi, sans tricher, où es-tu indispensable ? Où ton absence laisserait un vide. Maxwell allait répondre, mais à ce moment-là, un cri retentit depuis la ville, suivi de bruits de pas précipités. Ils se levèrent tous les deux d'un bond. « Feu !» cria un gamin en courant dans la rue. « Chez Mamie Marie, ça brûle. » Le feu faisait déjà rage quand ils arrivèrent à la maison en bordure du village. Le toit était en flammes, les murs commençaient à craquer. Les voisins tentaient de jeter des seaux d'eau, mais c'était dérisoire. « Marie est à l'intérieur !» cria quelqu'un. « Elle n'est pas sortie. » Sans réfléchir, Maxwell se précipita dans la maison. La fumée envahissait l'entrée, mais il distingua une silhouette au sol. La vieille dame avait visiblement essayé de ramper hors de la pièce, puis s'était effondrée. Il la souleva si légère qu'il crut porter un enfant et la sortit dans la rue. Pauline, déjà sur place, arriva en courant. « Pouls faible, respiration superficielle » dit-elle après une rapide évaluation. Brûlure au bras et au visage. Probablement une intoxication au monoxyde de carbone. Ils agissaient ensemble, naturellement, comme un seul organisme.
Maxwell vérifia les voies respiratoires, palpa les poumons. Pauline sortit des compresses stériles, appliqua un baume, administra un antidouleur. La foule les observait dans un silence suspendu, éclairé par les gyrophares du pick-up d'un voisin. « Vous avez appelé les secours » cria Maxwell. « Oui. Mais ils sont à 60 km. » Ils firent tout ce qu'ils purent. Brûlure nettoyée, douleur soulagée, constante surveillée. Mais ils savaient tous deux que sans oxygène, sans matériel adapté, le pronostic était réservé. Après 1h30, les pompiers et l'ambulance arrivèrent enfin. Marie fut emmenée, Pauline monta avec elle pour transmettre les infos. Maxwell resta aider à contenir l'incendie. À l'aube, seuls restaient les murs calcinés de la maison. Et une question obsédante, aurait-elle eu plus de chance si leur dispensaire avait déjà été ouvert? Quand Pauline revint de l'hôpital, elle était exténuée, les yeux cernés, la blouse brûlée par endroits. Elle est stabilisée, dit-elle. Mais c'est grave. Elle est vieille, son cœur est faible. Ils s'assirent ensemble sur les marches de l'infirmerie, encore vides, mais pleines d'espoir. Le soleil se levait, caressant les champs et les toits. Si on avait été ouvert, on aurait pu mieux l'aider, murmura Maxwell. On aurait eu de l'oxygène, un vrai brancard, tout ce qu'il faut. Elle aurait eu plus de chance. Pauline hocha la tête. Elle ne dit rien, trop fatiguée. Il la regarda, vit ses traits tirés, la fatigue accumulée, le sang séché sur sa manche. Et il sut. Il lui prit la main. « Je reste, Pauline. On ira jusqu'au bout. Ensemble. » Elle leva vers lui un regard incrédule. « Et ce poste, cette carrière? Tu es sûr? » « Plus que jamais. C'est ici que je suis utile. C'est ici que je suis moi-même. » À cet instant, un vieil homme s'approcha de l'infirmerie. Il portait une chemise passée et une casquette délavée. Son visage tanné par le soleil et le vent semblait taillé dans du bois, mais ses yeux brillaient avec une vivacité intacte. « Arthur Stanley, dit-il en enlevant sa casquette. Le maire du village. J'ai passé la nuit à l'incendie, j'ai vu comment vous avez agi. Et ça fait un moment que j'observe ce que vous faites avec cette infirmerie. C'est du sérieux. » Il s'assit à côté d'eux sur les marches, roula une cigarette entre ses doigts noueux. « J'ai entendu parler de cette foutue commission et il cracha sur le côté. Des gratte-papier. Tout ce qu'ils savent, c'est cocher des cases. Ce que deviennent les gens? Pas leur problème. » Il alluma sa cigarette, tira une bouffée. « Demain, je convoque une assemblée. On va voir comment on peut vous aider. Et puis, mon neveu bosse à l'administration régionale. Juridique. Il connaît tous les trous dans la loi. Il va vous aider à monter un dossier solide. » Pauline et Maxwell échangèrent un regard stupéfait. Ce soutien, inattendu, arrivait comme une bouffée d'air pur. Le temps à Willowbrook suivait désormais le rythme du chantier. L'automne était arrivé doucement, dorant les feuilles, rafraîchissant l'air. L'infirmerie ouvrit ses portes avec une simplicité digne mais joyeuse. Pas d'inauguration officielle, pas de discours. Juste une file de gens sur le perron, et une plaque modeste, poste médical de Willowbrook. À l'intérieur, murs fraîchement peints, fenêtres claires, plancher qui craque doucement. Pas de marbre, pas d'acier brillant. Mais de la chaleur, de l'ordre, du cœur dans chaque coin. Sur un mur du couloir, une frise de photos racontait l'histoire du lieu, des clichés jaunis des années 50, puis 60 et 70, la jeunesse d'Evdokia, les visages d'anciens médecins, les classes scolaires. Et au milieu, une photo toute récente, Maxwell, Pauline et James Stevenson, debout devant le bâtiment rénové. 3 générations, 3 destins, un même engagement. Maxwell Stevenson, médecin-chef, désormais officiellement reconnu, avec cachet et licence. Pauline Madison, infirmière, aide-soignante, administratrice. James Stevenson, sans fonction officielle, mais figure tutélaire, mémoire vivante du métier, praticien de la sagesse rurale. « Ne te moque pas, disait-il à son fils en suspendant des herbes à sécher, j'ai vu des gens debout grâce à ces plantes, quand les pilules ne faisaient plus rien. La médecine moderne, c'est bien. Mais les remèdes d'avant ont leur place. » Et Maxwell ne riait pas. Il voyait combien son père savait marier science et tradition. L'infirmerie desservait désormais 5 villages, Willowbrook, Maplewood, Oak Ridge, Riverside et Pin Hill. Près de 800 âmes, de la naissance à la vieillesse.
Le jour, Maxwell recevait les patients. Le soir, il répondait aux urgences. La nuit, parfois, il parcourait des kilomètres sur les chemins boueux pour aller soigner un enfant fiévreux ou un vieil homme essoufflé. La pratique rurale était bien plus rude qu'à l'hôpital. À la ville, chacun avait sa spécialité. Ici, Maxwell était tour à tour pédiatre, cardiologue, chirurgien, généraliste. Il mettait au monde des bébés le matin, remettait des épaules le midi, surveillait des diabétiques le soir. Mais il découvrait une richesse nouvelle, celle d'une relation vraie. Chaque patient avait un nom, une histoire. Il voyait les progrès, les rechutes, les guérisons. Et surtout, il recevait une reconnaissance sincère. « Merci, Dr Stevenson » disaient les anciens. « Vous êtes comme un fils. Que Dieu vous garde. » Et ces mots valaient pour lui bien plus que toutes les décorations de l'hôpital. L'automne offrit un dernier cadeau, un été indien lumineux et calme. Un jour, un bus aux vitres teintées se gara devant l'infirmerie. En descendit une brigade de médecins de la ville, dans le cadre d'un programme de prévention. Parmi eux, Vitaly. « Maxwell » s'exclama-t-il. « Incroyable. T'es toujours là ?» Ils s'enlacèrent, échangèrent des nouvelles. Vitaly raconta les changements à l'hôpital. Harrison évincé. Le ministère remanié. Les choses allaient mieux. Mais tu sais, beaucoup ne comprennent pas pourquoi tu es resté. Certains disent que t'avais des soucis. D'autres que tu t'es enfui. Maxwell sourit calmement. Qu'ils pensent ce qu'ils veulent. Le soir, devant la maison, Pauline et Annie l'attendaient. Elles habitaient désormais souvent chez lui. James les avait adoptées sans un mot, avec ce sourire d'homme comblé. Fin octobre, entre les feuilles rouges et les brouillards du matin, Maxwell fit sa demande. Simplement, lors d'une promenade dans le verger. On vit déjà presque ensemble. Tu veux qu'on le rende officiel ? Pauline sourit doucement. C'est ta façon de demander ma main ? La seule que je connaisse. Elle répondit sans hésiter. Alors oui. Ils fixèrent la date pour le printemps. Pas de cérémonie grandiose. Juste une fête simple, lumineuse. Tout le monde participa, couturière, institutrice, pâtissière. La robe de Pauline était blanche, sobre, brodée par Evdokia elle-même. Maxwell portait son vieux costume de ville. Annie, avec une couronne de fleurs, tenait la traîne. Quand ils échangèrent les alliances, des applaudissements éclatèrent. Et parmi la foule, debout sous un vieux tilleul, Maxwell aperçut une silhouette familière. Fatima Benasser. Elle portait une robe bleue brodée d'or. Ils échangèrent un regard. Il s'approcha. « Vous êtes venu. Comment rater ça ?» répondit-elle. « Je voulais voir de mes yeux que mes paroles se sont accomplies. »« Vous aviez raison, » dit-il. « J'ai trouvé mon chemin. »« Non, » répondit-elle doucement. « Vous vous êtes trouvé vous-même. » Elle lui tendit un petit paquet, 2 coupes en argile reliées par une chaînette. Cadeau de mariage. Chez nous, les jeunes mariés boivent dans ces coupes liées. Le lien est symbolique, 2 destins pour une même vie. Le soir, sous les étoiles, Maxwell et Pauline étaient assis sur le perron de leur maison. Annie dormait à l'étage. James et Evdokia bavardaient dans le jardin. « Tu regrettes ?» demanda Pauline doucement. « Ta carrière, la ville, tout ça ?» Maxwell l'embrassa sur le front. « Tu sais, je relisais récemment au Henry. Il écrit quelque part, il faut chercher, toujours chercher le métier qui, au fond de l'âme, est vraiment le nôtre. Eh bien, je l'ai trouvé. Et je n'ai aucun regret. » Ils restèrent là longtemps, écoutant les bruits du soir, le vent dans les saules, les grillons dans l'herbe. Le cœur battant en paix, dans une vie simple, mais pleine de sens. La boucle était bouclée. Une nouvelle vie commençait, pas facile, mais vraie, pleine d'amour et d'espoir. Si l'histoire de Maxwell et Pauline vous a touché en plein cœur, n'oubliez pas de laisser un « j'aime » et de la partager avec vos proches. Peut-être aidera-t-elle quelqu'un à repenser sa propre vie ou à prendre une décision importante. Et pour ne pas manquer nos prochaines histoires, abonnez-vous dès maintenant à notre chaîne. À très bientôt pour de nouveaux récits.